Procès, harcèlement en ligne, perquisitions, menaces, la liberté de la presse vacille et avec elle, le droit d'être bien informé. Ariane Lavrieux placée en garde à vue. Des journalistes harcelés pour avoir fait leur travail, le média d'investigation Splan empêché d'accéder à un événement organisé par le conseil départemental, des procédures judiciaires tous les 4 matins, bref, les exemples sont nombreux. La France est 25e sur 180 pays dans le classement 2026 de Reporters sans frontières, un classement mondial de la liberté de la presse. C'est clair, on n'est pas les pires. Mais les atteintes à la liberté de la presse en France inquiètent tout de même, des professionnels des médias jusqu'aux citoyens. Alors, c'est dans le but de compléter le travail de RSF et de faire un focus sur la situation française que l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse a été créé en 2023. Il réunit des journalistes professionnels, des organisations, mais aussi des citoyens. Leur premier rapport a été publié en février 2026. Un premier état des lieux qui permet de préciser la situation française des atteintes en 2024. Ça veut dire quoi exactement entraver les journalistes en France? Comment et qui le fait? Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on les agresse? Est-ce qu'on les menace de mort? Pour mieux comprendre l'OFALP et son premier rapport, nous avons rencontré Cécile Dolman, journaliste réalisatrice indépendante et vice-présidente de l'Observatoire. Est venue l'idée que la meilleure manière d'agir face à cette situation, c'était d'abord de faire notre travail de journaliste, en fait, c'est-à-dire exposer la situation dans toute sa complexité. On a décidé de créer une base de données en recensant systématiquement toutes les atteintes à la liberté de la presse qu'on observait sur le territoire français pour pouvoir essayer de comprendre est-ce que ça augmente vraiment, qui sont les acteurs qui commettent des atteintes à la liberté de la presse, quels sont les types d'atteintes qui existent et comment est-ce qu'on peut les expliquer pour mieux les éclairer et donc, in fine, mieux les combattre. Soit elles rentrent dans les catégories d'atteintes qu'on a définies, qui sont disponibles sur notre site internet, donc que ce soit les atteintes à l'intégrité physique et morale des journalistes et professionnels de l'information, et les procédures bâillons et les pressions judiciaires, les entraves à la liberté d'informer, soit on a un certain nombre de cas où c'est assez complexe de savoir, si on prend l'exemple des pressions judiciaires, toutes les poursuites contre les journalistes ne sont pas forcément une atteinte à la liberté de la presse. On a tout à fait le droit de poursuivre un journaliste et parfois c'est absolument légitime. Comment est-ce qu'on détermine ce qu'est une procédure légitime et qu'est-ce qu'est une procédure abusive? Ces fameux cas en zone grise, ils sont tranchés par le comité de validation de l'OFALP. En gros, le CA, les journalistes, les organisations et les citoyens se réunissent pour prendre une décision au consensus. Chacune affine leur grille d'analyse et facilite le classement des cas suivants. Pour 2024, le comité en a analysé une quarantaine. 11 ont été ajoutés au rapport quand 14 n'ont finalement pas été recensés. Et 8 ont été classés en point de vigilance, donc suivis en interne pour les prochaines années. Le premier rapport de l'Observatoire répertorie en majorité des cas déjà publics parce que relayés dans la presse. Cécile Dolman le rappelle, il ne s'agit donc que de la partie émergée de l'iceberg. N'empêche, certaines données sont déjà intéressantes à mettre en avant. Pour 2024, ce qu'on a observé par exemple, c'est que plus de 40% des cas étaient des cas où l'auteur principal de l'atteinte était un représentant de la force publique. Ça veut dire que c'était soit un élu, soit un membre du gouvernement, soit un membre d'une institution. Ça pouvait être une préfecture, ça pouvait être les forces de l'ordre. On voit des cas parfois, par exemple, de violence en manifestation, des choses comme ça. Mais on ne s'attendait absolument pas à avoir des cas dans ces proportions parce qu'on a quand même cette idée que l'État est censé être le garant des institutions démocratiques et donc aussi de la liberté de la presse. Une autre chose qui nous a beaucoup frappé sur les auteurs des atteintes à la liberté de la presse, c'est que dans un cas sur 3, l'auteur principal de l'atteinte avait un lien avec l'extrême droite. Il faut savoir qu'en 2024, c'était une année électorale. Il y a eu beaucoup d'atteintes qui ont eu lieu pendant la campagne des législatives. Donc ça peut être un des facteurs d'explication et nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait autant de cas liés à cette orientation politique à cette période-là. Même si on a des auteurs qui viennent de tout l'échiquier politique, l'extrême droite était vraiment très largement surreprésentée. Il n'y a pas un acteur qui menace la liberté de la presse en France, il y en a une multitude. C'est ça qui rend la situation aussi compliquée à saisir. C'est une multitude d'acteurs, mais qui a aussi une multitude d'outils pour tenter de museler les journalistes. Concernant les cas liés à l'extrême droite, on trouve aussi bien des journalistes harcelés en ligne. Notre journaliste Nassira El Mouadem tweet ce message à un tantinet énervé sur la plateforme X. Les médias du groupe Bolloré ont tourné en boucle pendant 48 heures pour tenter de salir l'image de notre journaliste et à chaque fois, ce qu'on ne voit pas, des dizaines de messages racistes ou misogynes reçus sur le téléphone de Nassira El Mouadem, du jamais vu pour notre journaliste, pourtant malheureusement habitué aux insultes en ligne. Qu'exclut d'événements du Rassemblement national ou encore menacé de procès, pris à partie lors de conférences de presse. Bref,
Vous avez compris l'idée. J'ai demandé à Cécile Dolman si certains cas les avaient marqués. Et celui qu'elle m'a raconté a lui aussi un lien étroit avec l'extrême droite. Il s'agit de l'histoire de Max Lagarrigue, journaliste à la Dépêche du Midi. Un journaliste local donc qui a été cyberharcelé après avoir couvert un conflit de voisinage qui faisait un peu des remous dans un village du sud-ouest. Une affaire qui concernait un éleveur qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il attaquait ce journaliste pour son article. On note que le camp d'en face, c'est le journaliste du pédophile prescrit, là, Jean-Michel Bailey. On fait un article où il parle comme d'habitude pas du fond, jamais de nos revendications, jamais de rien, où il donne qu'un seul son de cloche, avec Max Lagarrigue qui est probablement le journaliste le plus indigne de France. En tout cas, monsieur Lagarrigue, si vous regardez ça, mon épouse, vous dites qu'elle était chanteuse, elle a jamais fait d'album. Peut-on dire que votre mère est une pute vu qu'elle s'est jamais fait payer? La vidéo a été relayée par l'influenceur d'extrême droite Papacito et s'en sont suivis des centaines de messages de menaces, d'insultes, etc. Juste avant de se rendre au procès, le journaliste reçoit un message de menace, un message de menace de mort qui lui dit tic-tac, tic-tac. Donc c'était un message anonyme. Il a dû être protégé par la police, enfin pour une histoire qui partait d'un conflit de voisinage. Et donc ce qui nous a marqué, c'est à la fois la gravité des cas, mais c'est aussi le fait que il n'y a pas besoin d'être un journaliste spécialisé sur des sujets sensibles pour être soi-même victime de violences. Donc ça peut toucher tous les journalistes en gros, et les conséquences qui vont avec, qu'elles soient psychologiques, matérielles ou financières. Et chaque cas vient compromettre un peu plus l'information destinée aux citoyens. Pour remédier à ça, il faudrait donc renforcer le contre-pouvoir qu'est la presse, en garantissant encore mieux la protection des sources ou en encadrant les procédures bâillons, par exemple. Mais pour le moment, on ne semble pas aller dans ce sens. Et c'est bien ça qui inquiète l'OFALP. Sur les 91 cas qu'on a recensés, dans 60% des cas, le citoyen avait moins d'informations qui lui arrivaient. Soit l'information avait été modifiée, soit l'information avait été réduite, soit parfois l'article ou le reportage n'avait pas pu être réalisé entièrement parce que, par exemple, un journaliste n'avait pas pu accéder au terrain, n'avait pas pu aller interviewer la personne qu'il aurait pu interviewer si les choses s'étaient passées normalement. Ça nous a vraiment renforcé dans la conviction que la liberté de la presse, c'est vraiment un enjeu démocratique parce qu'à la fin, c'est les citoyens qui sont moins bien informés que si les journalistes avaient toutes les garanties pour pouvoir faire leur travail sereinement.